Bonjour à tous et bienvenue à vous à travers ce second podcast en duo. Lors du dernier podcast de la première saison, nous avons abordé le très beau sujet du secret avec la lumineuse Gila Clara Kessous, podcast d'ailleurs que vous pouvez réécouter en replay sur les différentes plateformes audio sous le titre « Mourir de dire ». Et aujourd'hui, nous allons parler d'un tout autre thème où la communication va être là aussi mise en avant. Ce nouveau sujet est lié à quelque chose que nous faisons quasiment tous les jours, aussi bien dans notre vie professionnelle que personnelle. Nous négocions. Mais est-ce que nous négocions bien ? Est-ce que nous sommes de bons négociateurs, en tout cas des négociateurs performants ? Si ce n'est pas le cas, peut-on le devenir ? Et si oui, comment ? Et devons-nous utiliser des stratégies de guerre pour parvenir à nos fins ? Ou bien est-ce que finalement, nous pouvons négocier d'une toute autre manière ? Je vais partager ce moment d'échange avec un homme qui connaît parfaitement l'univers de la négociation. Mais au-delà de cela, c'est aussi un homme qui est passionné par l'humain. Docteur en sciences de gestion sur le thème de la négociation complexe, il intervient en qualité de consultant, conférencier et formateur afin d'accompagner les professionnels et les dirigeants dans la conduite à tenir durant des négociations difficiles. Contributeur pour Forbes et la Harvard Business Review et auteur du livre La négociation d'influence, il est également le fondateur de l'Institut NERA. Cet homme, vous allez le voir, c'est une prodigieuse mine d'informations. Bonjour Julien Pellabert. Bonjour Sylvia. Pour commencer, comment vas-tu ? Eh bien écoute, excessivement bien, c'est une belle journée. Merci beaucoup pour l'invitation à échanger sur ce thème de la négociation ensemble. C'est une très belle opportunité de partager notre travail au plus grand nombre. Donc merci à toi pour cette invitation, très agréable. Et merci à toi de l'avoir surtout accepté. Julien, et si on arrêtait de convaincre pour négocier ? C'est l'idée même que tu as proposée pour ce podcast et ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude de lire et d'entendre. Effectivement, il y a une croyance populaire qui tend à montrer que convaincre est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on souhaite dans la négociation. Et en tout cas, quand j'accompagne, quand je forme des individus à la conduite de négociations plus sensibles, il y a vraiment cette volonté de gagner en impact sur cette façon de convaincre l'autre. Ce qui est intéressant, c'est quand on se remet sur la définition du mot convaincre au sens vraiment littéral du terme propre, on s'aperçoit que convaincre, c'est vaincre, et con, c'est un préfixe intensif en latin qui veut dire de manière plus importante. Et donc, pour reprendre ton introduction, on est sur une métaphore quasiment guerrière, où dans la volonté de convaincre, j'essaye d'expliquer à l'autre d'une certaine manière pourquoi est-ce qu'il a tort et pourquoi moi j'ai raison. Et là, le cerveau fonctionne souvent de la même manière, en tout cas pour le plus grand nombre, c'est que mon interlocuteur en face de moi va m'écouter non pas pour comprendre mon propos, mais pour y répondre, ce qui est très différent, avec un petit peu une petite voix en tête. On a tous cette petite voix qui dit « Attends 2 secondes de finir ta phrase, Sylvia, et je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai raison et pourquoi toi t'as tort. » Alors de ça, c'est une joute verbale, on aura tous vocabulaire guerrier, d'argumentation, contre-argumentation, de vouloir gagner contre. Alors effectivement, on peut avoir un accord, c'est pas le problème, mais la question qui se pose, c'est à côté de quoi est-ce que l'on passe ? À côté de quel accord bien meilleur est-ce que l'on vient de passer ? Ou à côté de quelle relation on a pu peut-être passer ? Est-ce qu'on l'a abîmé ? Est-ce qu'on l'a heurté ? Ça va laisser des traces. Moi, le but des personnes que je forme ou que j'accompagne, c'est pas qu'ils obtiennent des accords, parce qu'on peut tous en avoir, mais c'est qu'ils obtiennent le meilleur accord possible
pour eux. Et d'une certaine manière, convaincre, c'est s'interdire d'obtenir le meilleur dans la négociation. D'accord. Alors, effectivement, on va y revenir sur ce thème, le mot convaincre, qui est vraiment l'idée même de ce podcast, et de voir quelle autre signification on pourrait apporter. De façon générale, Julien, et sur 2 plans différents, qu'est-ce qui fait qu'une négociation échoue sur le plan personnel et qu'est-ce qui fait qu'une négociation échoue sur un plan professionnel? Oh, c'est une question qui est peu évidente à répondre pour une raison qui est déjà assez simple, c'est que la négociation, elle est complexe. La notion de complexité, il est intéressant déjà de la comprendre. C'est que j'ai une compréhension partielle de l'information. C'est-à-dire que je vais avoir des facteurs exogènes qui vont impacter mon processus de décision avec du risque et de l'incertitude. Et donc, chaque négociation est unique. On a une unicité de temps, de lieu, d'action et de personne. Qu'on négocie dans un environnement professionnel ou dans un environnement personnel, ça change pas grand-chose sur le processus de négociation. Moi-même, j'accompagne des gens qui sont sur des milieux professionnels très différents. Ça va avec des directeurs achats, des directeurs commerciaux, avec des médecins, des urgentistes, des gens qui travaillent dans des syndicats, des policiers, des gendarmes. Et tous ces gens-là négocient avec des univers différents. Par contre, la prise de décision se passe exactement de la même manière. Si je voulais être un petit peu sulfureux, je dirais que négocier avec son conjoint, sa conjointe, avec un directeur des achats ou avec un forcené, ça passe par les mêmes leviers au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment ça qu'il est déjà important de comprendre. C'est déjà c'est de se poser la question de c'est quoi une bonne négociation. Oui. Tout Ça, simplement. on va en parler après, effectivement, parce que c'est une vraie question. Et se poser cette question, c'est intéressant parce que ça permet d'éliminer pas mal d'erreurs qu'on pourrait être amené à faire. Généralement, ce qui va être la plus grosse source de difficulté pour répondre à ta question dans la sphère personnelle, c'est qu'on peut passer d'une notion d'empathie à une notion de sympathie. C'est-à-dire qu'avec une relation qui est de plus en plus longue dans le temps, avec son conjoint, avec sa famille, avec ses amis, on va perdre d'une certaine manière en lucidité sur la relation qu'on va avoir à l'autre. Et tant sur une capacité d'empathie, je suis en capacité de mettre des mots et de comprendre intellectuellement l'émotion qui est vécue par les autres. C'est la notion de haine qui veut dire dans et pathos, qui est la notion de souffrance. La notion de sympathie est différente parce que syn, ça veut dire avec en grec. Et c'est-à-dire que je vais m'associer à l'émotion de l'autre. Et généralement, on a de la sympathie pour les gens avec qui on a une proximité très forte et sur lesquels on a moins de lucidité. Voilà. Et c'est vraiment ça toute la différence qu'on a généralement dans les négociations professionnelles et personnelles, c'est que dans notre sphère personnelle, on peut avoir un peu moins de lucidité avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants. On peut prendre les choses plus à cœur. On peut avoir de la sympathie beaucoup plus forte. Et donc, d'une certaine manière, ça peut biaiser notre rapport qu'on a à la négociation. Et puis aussi, le cas du non-accord est plus impactant quand c'est avec sa conjointe que quand c'est avec un client qu'on ne sera pas forcément amené à revoir tous les jours de la semaine. D'accord. Et est-ce que on peut ajouter j'entends tout à fait, chaque négociation est unique, tu as tout à fait raison, mais est-ce qu'on peut aussi dire que l'impréparation d'une négociation, ça peut être un risque, c'est-à-dire il faut tout de même déterminer un plan, un objectif, préparer cette négociation, parce que s'il n'y a pas de plan ou s'il n'y a pas d'objectif précis, il peut y avoir aussi un risque d'échouer. C'est quelque chose qui se prépare. Complètement. La préparation permet le succès dans la négociation. C'est un de nos mantras. Et effectivement, si on se prépare pas, on prend le risque de passer à côté d'une grosse partie de la négociation. Mais pour une raison aussi qui est très simple dans sa sphère personnelle et qu'on retrouve aussi d'une certaine manière dans la sphère professionnelle, c'est que notre cerveau est un avare cognitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fainéant. Quelque chose près. 90% des décisions qu'on prend sont des décisions qui sont dites intuitives. On réfléchit pas. Ça s'appelle des biais cognitifs ou des stéréotypes en psychologie sociale. À partir de ça, je peux y mettre un jugement de valeur. Je peux me dire c'est bien ou c'est mal. Et là, ça devient un préjugé. Et le passage à l'acte du préjugé, c'est de la discrimination.
Et en fait, on se rend compte que la discrimination, dans l'entreprise, on en entend beaucoup parler sous le prisme de la religion du sexe. Mais dans une négociation, c'est qu'est-ce que je m'interdis de faire, qu'est-ce que je m'interdis de poser comme question à cause d'une croyance limitante, à cause d'un préjugé. Et on sait que pour éviter ces préjugés, ça demande d'être cultivé, ça demande de l'information, ça demande de s'intéresser à l'autre. Par exemple, quand je suis conférencier à l'étranger, j'ai tous les stéréotypes du français. Pour les Français, par exemple, quand je suis à Lyon, qui connaissent un peu mieux la France, ils sont un peu plus cultivés sur le sujet, j'ai les stéréotypes du Parisien. Et puis, toi comme moi, Sylvia, on n'habite pas Paris intramuros, donc on pourrait avoir pour les Parisiens le stéréotype des personnes qui habitent en Île-de-France ou en banlieue. Et puis à Paris, ils font même une différence pour les purs Parisiens entre ceux qui habitent à Paris et ceux qui habitent rive gauche. Et on peut pas dire que ce soit la même chose. Et tu vois, en fait, moins j'ai d'informations sur le sujet, moins je me prépare d'une certaine manière et plus je prends le risque d'avoir des décisions qui sont prises de façon intuitive. Or, ces décisions qui sont prises de manière intuitive, elles n'ont aucune raison logique d'être exactes. Même si de temps en temps j'aurais bon. C'est un peu comme une horloge cassée, ça donne l'heure de façon exacte 2 fois par jour. Et ça veut dire que dans la négociation, avec généralement sa sphère familiale, ses proches, on se prépare moins. Et donc on peut être sous l'emprise de préjugés et de discrimination dans la négociation beaucoup plus facilement. Parce qu'on peut avoir l'impression que l'autre voulait nous dire quelque chose, mais entre ce qui est pensé, ce qui est dit, ce que je vais comprendre, ce que je vais retenir, il peut y avoir plein de biais qui vont déprécier la qualité de l'information. Et on ne se fera pas forcément l'effort, par exemple, dans sa sphère personnelle, de demander à l'autre de reformuler ou de s'assurer qu'on a bien compris le message. Parce que l'intention est toujours louable en négociation. L'impact ne l'est pas toujours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut généralement comprendre. C'est qu'on est tous avec plein de très bonnes intentions, mais c'est quelque chose qu'on retrouve même chez les criminels et c'est quelque chose que tu sais beaucoup mieux que moi. L'intention, ils ont souvent plein de bonnes intentions, mais en fait, l'impact que ça sur l'écosystème autour de nous est pas toujours très, très positif. Ça peut être même d'un point de vue émotionnel, hein. Si je rentre dans une négociation avec ma sphère familiale, mais que je suis en colère, que je suis fatigué, que je suis stressé, ça aura un impact différent du fait que je puisse rentrer dans la négociation heureux, créatif, enjoué, et ça aura forcément un impact, oui, clairement différent. Alors que dans la sphère professionnelle, on aura plutôt une tendance à aller chercher de la neutralité ou des émotions qui sont peu exacerbées, en tout cas en début. Et sur le plan, que ce soit personnel ou professionnel, est-ce qu'on pourrait dire aussi que les problèmes d'ego peuvent aussi coûter la vie à de nombreuses transactions. Enfin, ça, c'est un fait. C'est la définition même du danger de vouloir gagner à tout prix, donc avoir trop d'ego. Mais c'est aussi valable en sens inverse. Il y a des personnes qui ne reconnaissent pas leur véritable valeur et qui vont peut-être se plier devant le moindre signe de résistance durant une négociation. Donc, comment trouver un équilibre entre avoir trop d'ego, ou c'est peut-être pas forcément bon non plus, et pas assez d'ego, en tout cas on va pas parler d'ego, mais peut-être pas assez de confiance en soi. Comment on se positionne parce que ça peut faire échouer des négociations, tout ça. Clairement. Je parlerai pas forcément de confiance. C'est encore, je pense, peut-être un autre sujet, mais la question de l'ego ou du non-ego, elle est intéressante parce que effectivement, le plus gros adversaire que l'on va avoir en négociation, ça reste nous dans notre capacité à faire des choix qui sont pas forcément rationnels. L'autre en fera aussi, mais en tout cas, je sais que je peux pas avoir un impact sur l'autre. La seule personne sur qui je peux avoir un impact direct, c'est sur moi. Et donc, je dois créer les conditions pour être le meilleur négociateur à l'instant T. C'est un peu comme si je faisais du golf ou du baseball. Les gens qui font du golf ou du baseball ne peuvent pas visualiser, par exemple, le trou en 1 ou le home run, le fait de mettre la balle en dehors du stade. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est d'être ancré, d'être à l'instant T présent, d'être pleinement concentré sur ce qui va se passer, de prendre l'écosystème en compte et de s'efforcer à être la meilleure version possible de soi-même à l'instant T. D'accord. Et à un moment donné, home run ou pas, mais ça c'est plus un facteur aléatoire. Et pour revenir sur cette notion de non-ego ou d'ego, il faut pas être dans un non-ego total, mais il faut pas être dans un ego total non plus. Et il faut pas être à 50-50. C'est-à-dire, c'est quoi la réponse? En fait, dans ma perception de la négociation, c'est une question de séquençage.
Je dois être dans une capacité en début d'interaction, à être sur une posture faible, une posture d'accueil, d'écoute, à mettre mes convictions entre parenthèses, à vouloir passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre. En tout cas, à créer les conditions pour que l'autre m'explique sa représentation du monde chez lui. Et après, je vais faire preuve d'assertivité. Et donc là, je peux, à ce moment-là, faire valoir mes droits et donc, d'une certaine manière, une forme d'ego, une représentation de mon ego. Mais le dilemme que je vais avoir à cause de l'ego, c'est dans beaucoup de négociations, c'est de me poser la question, est-ce que je vais avoir raison ou est-ce que je vais être heureux? Ce qui peut être assez antinomique pour l'ego. Donc généralement, moi, ce que je préconise, c'est dans un premier temps, c'est de mettre son ego entre parenthèses, l'objectif prime sur le reste. Donc c'est vraiment la création de cet objectif et de la façon dont on veut y aller. Et une fois qu'on a créé les conditions, qu'on a compris le référentiel de l'autre, c'est de remettre d'une certaine manière son ego en route, sans vouloir se donner raison, mais en tout cas de faire preuve d'assertivité, de faire valoir ses droits en étant confiant sur ce qu'on peut proposer à l'autre dans le cadre de la résolution du problème. Et est-ce qu'on peut aussi parler de l'état émotionnel? Alors, il ne s'agit pas d'être un robot qui négocie, mais il ne faut pas non plus se laisser envahir par ses émotions, notamment lorsqu'une négociation se déroule mal. Oui, complètement. Cet état émotionnel est important. Il est important parce que déjà, il faut comprendre ce qui vient se jouer sur les émotions, qui sont une véritable boussole en fait pour parvenir à l'accord. Donc, toutes les émotions, d'une certaine manière, elles sont louables dans la négociation. On peut pas dire qu'il y en ait qui soient bonnes ou d'autres qui soient mauvaises. Enfin, peut-être hormis la notion de dégoût, qui est une émotion qui apporte pas grand-chose. Mais par exemple, la colère est une très bonne émotion en négociation. Et j'ai le droit à un moment donné de dire, écoute Sylvia, ton attitude me convient pas du tout. Je suis vraiment en colère de cette situation. Et donc je vais faire valoir mes droits. Je vais exprimer à travers ce message que dans ton comportement, tu as menacé la satisfaction de mes intérêts et que ça, c'est quelque chose qui est pas tolérable. Après, ce qui est moins acceptable, c'est que je puisse rentrer dans une colère noire, que je puisse crier, que je puisse devenir violent. Mais c'est l'hubrisme, c'est la démesure dans la colère. Au même titre que la joie. La joie, c'est très bien en négociation de dire, écoute Sylvia, je suis extrêmement ravi qu'on soit amené à négocier sur ce sujet aujourd'hui. Ça va permettre de créer du lien plus facilement. Ça va permettre d'être créatif, donc de trouver des solutions aussi plus facilement dans le cadre de l'échange et de faire en sorte qu'on sécrète tous les deux de l'ocytocine qui leur mène de la confiance aussi très facilement. Néanmoins, l'excès de joie, l'hubrisme dans la joie est quelque chose qui est dommageable parce que je serai moins vigilant, je serai moins regardant sur les contreparties ou sur les concessions que je vais te laisser. Toutes les émotions sont bonnes. En fait, la question que je dois me poser, c'est comment est-ce que je les comprends, pourquoi est-ce que je vis ces émotions par rapport à ce qui m'entoure, et je dois rester, une fois que je les ai identifiées, dans un cadre acceptable, sans rentrer dans de la démesure. Alors j'ai lu quelque part, mais je ne sais plus où, mais j'ai noté quand même, parce que je me suis dit, tiens, ça c'est une question que j'aimerais bien voir avec Julien. J'ai lu que les principales, on va dire, qualités d'un bon négociateur, c'était d'avoir, alors je reprends mes petites notes, d'avoir de l'éthique, d'être expérimenté, de montrer sa sympathie, tant qu'à faire, d'être rationnel et digne de confiance. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter à cette liste qui soit vraiment en rapport avec le négociateur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui négocie sans forcément chercher à convaincre? Déjà, sur la liste est intéressante. Et il y a des choses qui se regroupent. Le fait d'être éthique ou d'être digne de confiance, c'est des choses qu'on peut facilement, je pense, assembler. L'expérimentation, enfin le fait d'être expérimenté, le fait d'avoir de l'expérience, bah ça c'est quelque chose qui va venir à travers le temps. Et quelque chose qui est plutôt bon, mais qui va permettre de gagner en solidité, en confiance en soi, dans sa capacité à conduire le processus. La sympathie, paradoxalement, c'est pas forcément une vraie qualité pour la négociation. En tout cas, c'est pas un facteur clé de succès suffisant. La sympathie dans le fait d'être agréable, si j'entends ton propos.
C'était un des objets de ma thèse qui montrait que dans beaucoup de cycles de vente sur des négociations complexes, tu avais des commerciaux, des ingénieurs d'affaires donc, qui négocient sur des périodicités de 6 mois, 8 mois, plus longuement, sur des deals à des centaines de milliers d'euros, voire le million, qui sont pas plus agréables que ça. On va faire prévaloir plus l'expertise, l'expérience, le pouvoir fonctionnel, donc l'expertise, que le fait d'être agréable. D'accord. C'est Oui, paradoxal. oui, oui. Mais c'est très vrai, ça pour Et, l'avoir vu, c'est vrai, c'est complètement vrai. ouais. Et puis moi, je préfère même à la limite un bon médecin qui est pas forcément ultra agréable qu'un médecin très agréable qui est pas forcément C'est très vrai. bon. Parce que je cherche pas d'amis. Donc, mais la sympathie est quelque chose qui va permettre de créer du lien aussi plus facilement. C'est un des 7 leviers mécaniques qui ont été identifiés par 2 chercheurs français qui sont Gratakap et Le Flanchech sur la création de la confiance. Donc c'est quand même quelque chose qui est positif, attention. Mais c'est pas le plus important, voilà. Et la notion de rationalité, elle est très paradoxale parce que là, j'ai plus de limites à y croire. Je pense qu'on est purement irrationnel dans notre prise de décision. On le montre bien à travers le fait, par exemple, tout simplement que je négocierais pas de la même manière si j'ai gagné 1 million la veille ou si je me suis séparé de ma conjointe ou de mon conjoint la veille. C'est-à-dire que les émotions vont impacter le processus de décision. Mais il y a aussi plein d'autres exemples qui le montrent que notre capacité à prendre des décisions va pas forcément être la même si je mets en perspective un gain ou une perte. Je peux te donner un exemple si tu le souhaites. Sylvia, si je te donne 100 000 euros, c'est plutôt sympa Jusque-là, comme ça me début plaît, vas-y. de podcast. Option A, je te donne les 100 000 euros Ouais. tout de suite. Option B, on prend 3 gobelets en carton, opaque. Je mets une balle sous un des 3 gobelets, je mélange. Et une chance sur 3 pour toi, si tu choisis le bon gobelet, de gagner 300 000 euros. 2 chances sur 3 si tu tombes pas sur la balle, 0 euros. Est-ce que tu prends les 100 000 tout de suite ou est-ce que tu vas chercher 1 sur 3 à 300 et 2 sur 3 à 0? Alors moi, avec mon mode de fonctionnement, je ne suis pas une joueuse, surtout si j'ai des chances de D'accord? perdre. Bah, bien sûr. Donc tu Eh prendras oui. l'option A. Ok, ça me va très bien. On change la donne. Parce que le podcast est un peu plus avancé et maintenant c'est toi qui vas me donner 100 000 euros. Et donc, tu as 2 options. Soit tu me donnes les 100 000 euros tout de suite, soit 3 gobelets, une balle sous un des 3 gobelets. Une chance sur 3, tu me donnes 300 000 euros. Mais 2 chances sur 3, tu me donnes 0. Tu me donnes plus rien du tout. Option A ou option B? Je vais rester sur l'option A. Tu vois, Tu vas ouais, je rester suis quand même pas sur une l'option joueuse, hein, A. comme tu peux le constater. D'accord. Mais c'est intéressant parce que la majorité des gens vont Oui, sur l'option B à je ce sais. moment-là. Parce que pour éviter une perte, on est prêt à prendre davantage Ouais. de risques. Et c'est intéressant parce que cette phrase que tu as énoncée en tout début, moi la semaine dernière, j'étais dans une grande école française et j'ai une femme qui m'a exactement dit la même chose. Moi, je prends pas de risques, j'aime pas jouer. Et elle a pris A et après elle a pris B. Et en fait, ça, c'est un prix Nobel d'économie, c'est Tversky et Kahneman qui en 2002 ont montré que c'est la théorie des perspectives. En fonction de la manière dont on aborde un problème, on va mettre en action plus facilement son interlocuteur. J'ai plus de chances si je viens chez toi et te dire Sylvia, j'ai vu tes fenêtres. Tu sais que si on change tes fenêtres, tu vas gagner 500 euros par mois d'électricité, par exemple, complètement décorrélé de la réalité. Je te mettrai plus en action en venant te voir en me disant écoute Sylvia, je viens de voir tes fenêtres. Tu sais que tous les mois tu perds 500 euros et si tu les changes, t'arrêteras de les perdre. C'est la même chose. Il y en a un où j'ai mis un gain et l'autre où je te propose une perte. Et ben dans le deuxième cas, en fait, je mettrai plus facilement le cerveau en action. Et d'où le fait qu'on est purement irrationnel dans nos prises de décision. D'accord, oui, expliqué comme ça prend tout son sens. Donc il faut pas chercher à être rationnel, il Oui, faut c'est pas ça. chercher la rationalité Oui, chez les oui, gens. oui. Qui plus est. Et j'aimerais que l'on revienne sur la persuasion, parce que lorsque l'on Oui, dit le mot négociation, on pense à la persuasion, au fait d'influencer les autres. Pourtant, il y a une différence entre négocier et persuader, puisque la persuasion, c'est le fait d'amener quelqu'un à faire quelque chose en cherchant à le convaincre, par, je sais pas moi, par des explications, en débattant avec lui, en argumentant, parfois même d'ailleurs en le défiant, alors que la négociation, c'est davantage poser des questions,
explorer les besoins de l'interlocuteur, comprendre ses contraintes et ses priorités pour que des opportunités communes, on va appeler ça comme ça, puissent rejaillir de cette conversation. Donc, Julien, lorsque l'on différencie ces deux actions, c'est-à-dire persuader et négocier, est-ce que forcément la persuasion va amener à gagner la partie? Et j'ai une autre question, et tu en avais parlé un petit peu au début, c'est qu'est-ce qui amène, dans la plupart des cas, à gagner notre négociation? Alors déjà, ta définition de la négociation, elle est intéressante parce que elle est très vraie. Néanmoins, c'est dans le meilleur des mondes que ce serait ça. Cette notion de vouloir comprendre, de créer, c'est généralement, tu as des gens qui font du marchandage et qui rentrent pour eux complètement dans le cadre de la négociation. Ce qui est vrai, hein, le marchandage est une sous-famille de la négociation, mais ça peut pas représenter à lui tout seul la négociation. Je vais commencer par la fin. Je vais commencer par ta question qui est qu'est-ce qu'une négociation réussie? La complexité de la négociation, c'est comme elle est complexe. Il y a une asymétrie d'information. Je ne sais pas ce que tu penses, je ne sais pas comment tu es construit intellectuellement et je ne connais pas ton champ des possibles. C'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'à quel moment, si on prend la négociation à travers l'image d'un élastique qu'on va tendre, je ne sais pas jusqu'où je pourrais tirer l'élastique sans que ça casse. Et donc ça, c'est une des complexités de la négociation. Qu'est-ce qui fait que la négociation est réussie? D'une certaine manière, pour moi, c'est d'obtenir plus après qu'avant. D'accord. Pour les deux parties, dans l'idéal, en tout cas d'éviter de perdre quelque chose. Et deuxièmement, c'est de faire en sorte que la relation à l'autre soit au moins aussi bonne. C'est-à-dire qu'on puisse être amené à revoir la personne dans la durée. Toute forme de négociation où à la fin j'ai l'impression de m'être fait avoir, où j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose, on peut pas dire que ce soit une bonne négociation. On est passé à côté de quelque chose. Et quand on revient sur la définition littérale de la négociation, c'est neg, ne pas, otium, c'est la notion d'oisiveté, c'est ne pas être oisif, donc c'est l'essence même du travail. Et c'est pour ça que par extension, beaucoup assimilent la négociation au travail ou au commerce, parce que dans l'Empire romain, soit tu étais esclave, c'était une segmentation assez simple, esclave, les gens qui étaient oisifs, les citoyens, et les gens qui n'étaient pas oisifs, les métiers du commerce. Pour moi, la négociation, c'est vraiment un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de dire non. Et en ça, c'est différent de la notion de persuasion, même si dans la négociation, on va vouloir essayer d'amener l'autre à persuader. Il y a plus de différence, je pense d'ailleurs, même entre négocier et convaincre qu'entre négocier et persuader. Convaincre, c'est vraiment une notion d'opposition totale. On va vouloir gagner contre l'autre, alors que dans la persuasion, pas forcément. Persuader, c'est toujours intéressant de se poser les questions des origines des mots. Ça vient du latin, et on va sur suado, c'est rendre agréable au goût. Donc tu vois, c'est d'une certaine manière, c'est montrer à l'autre le meilleur de ce que tu veux lui montrer, pour que c'est qu'il ait une appétence au sujet. Donc il y a pas forcément de volonté d'annihiler l'autre par la parole. C'est juste montrer à travers le meilleur angle possible ce qu'on peut lui proposer. La négociation, c'est vraiment ça. Voilà, pour revenir sur ce que je disais il y a quelques secondes, c'est un mode de décision partagée où l'autre a la capacité de dire non. C'est-à-dire qu'on va prendre une décision qui est conjointe. Quand j'essaye de persuader l'autre, d'une certaine manière, je suis presque dans un processus commercial, hein, qui est de dire, j'essaye de mettre en valeur ce que j'ai à lui donner, sans forcément m'intéresser à ce qu'il a à me proposer. Et donc, je peux réduire la création de valeur de la négociation. Parce que si je m'intéresse très égoïstement à l'autre, parce que c'est ça le concept de la négociation, c'est d'obtenir le plus possible Bien pour sûr. soi. Et si je m'intéresse très sincèrement à l'autre, à sa façon dont il comprend sa réalité, il la construit, ses croyances, ses motivations, et que j'apporte une réponse, je vais pouvoir m'autoriser à y prendre le plus possible. Alors que dans la persuasion, j'essaie quand même de faire rentrer un triangle dans un carré. Ce qui n'est pas forcément le cas de la négociation, puisqu'on va co-construire la solution conjointement. Je ne sais pas si je suis très clair dans la façon C'est important, effectivement. Tu as raison de différencier aussi le mot
persuasion et convaincre, parce que ça n'a pas, en tout cas, pas forcément le même objectif. Complètement. Et tu peux, ouais, tu persuades l'autre, c'est juste mettre en avant, sans forcément des subterfuges, mais mettre en avant euh, quelque chose qui pour toi est important en espérant que ça fasse écho chez l'autre. Alors que convaincre, tu vas lui expliquer pourquoi lui il a tort de ne pas le voir Tout comme à fait. ça. C'est beaucoup plus frontal. Il y a ceux qui ont peur de négocier, il y a aussi ceux qui ne savent pas négocier, et puis il y a ceux qui ne veulent pas négocier. Dans la dernière catégorie, il m'est arrivé une histoire il y a quelques années. Je dis ça parce que Mhm, aujourd'hui, je ne pense pas que je réagirais pareil. Un jeune homme me contacte pour les besoins d'une formation. Il fait partie d'une très grosse boîte, d'accord? Et moi, je lui explique que je travaille avec des groupes, pas avec des particuliers. Et il me mhm. rappelle quelques jours plus tard et il me dit qu'il en a parlé à sa directrice des ressources humaines et qu'elle est susceptible d'être intéressée. Donc il me donne son mail, il me demande de lui envoyer le catalogue qui contient le contenu euh, général de l'intervention avec toutes les modalités d'usage, y compris le tarif. Donc elle me répond que c'est parfait pour elle, que tout est OK pour la mise en place de la formation et on fixe un rendez-vous 15 jours plus tard à peu près. Et elle vient Mhm. dans mes bureaux accompagnée du jeune homme qui m'avait contacté au départ. Donc on aborde le contenu. Moi, je cherche à connaître les attentes de ces équipes. Donc tout se met en place. Et au bout de 45 minutes de discussion, cette directrice prend subitement un air un petit peu crispé. Et là, elle me dit, bon, alors, tout est OK. Par contre, on a un problème, c'est qu'on n'a pas le budget. Tu as le jeune homme à côté d'elle qui sursaute, qui blêmit, lui pas du tout au courant de la situation, manifestement. Et moi, intérieurement, je me dis, elle est culottée. Ça fait 15 jours qu'elle connaît tout. Et là, c'est en plus une boîte qui est très importante et qui a très largement les moyens Mhm. de financer des formations à ses équipes. Donc moi, je me suis avancée légèrement vers elle et je lui ai dit, écoutez, je comprends. Et elle aborde une posture aussi où elle se met en avant, donc la posture de négociation. Et je lui dis donc, ce que je vous propose, c'est que vous reveniez me voir quand vous aurez le budget. Et là, elle a reculé sur son siège, je m'en souviens très bien, comme si elle s'était pris un uppercut. Et pour moi, l'entretien s'est arrêté là, parce que je n'avais plus besoin d'aller plus loin. Alors, certains diront que le fait de refuser de négocier, c'est une forme de négociation un peu à double tranchant. Par contre, pour ceux qui nous écoutent, dans ce cas précis, on va être clair, ça ne m'a absolument rien amené, si ce n'est un appel du jeune homme qui s'est excusé. Du coup, Julien, quand l'interlocuteur te dit ça, et ça, je sais que c'est une méthode qui est très employée, il n'y a rien de nouveau non plus, mais quand on te dit au dernier moment, on n'a pas les budgets, qu'est-ce que toi tu fais dans ce genre de cas? Qu'est-ce que tu conseillerais? Ce que tu as dit est intéressant, c'est que tu as dit que ton buste s'était avancé pour être dans une posture de négociation et qu'elle, par mimétisme, avait fait quelque chose de similaire. Tu aurais pu rester sur une position très à l'écoute. Moi, la façon dont je fonctionne, mais c'est plus lié à mon énergie, c'est d'être sur une position en arrière. Parce que je pense que je réagirais exactement de la même manière. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont négociables et des choses qui sont pas forcément négociables. Tu peux avoir des gens qui vont rentrer sur des ancrages très excessifs. Le fait qu'elle te dise ça 2 semaines après en ayant conscience qu'il y avait une notion de budget qui avait été évoquée dès le départ, c'est clairement dans une volonté de reprendre la main sur la négociation. Moi, la façon dont je fonctionne, c'est d'inviter l'autre à dire non très rapidement. Écoutez, sentez-vous libre de me dire non, mais je pourrais pas travailler gratuitement, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de là, je l'invite à s'expliquer. Mais je suis très surpris aussi de voir que ça semblait pas être un problème sur les 2 dernières semaines. Pourquoi est-ce que vous l'évoquez Mhm. maintenant? Alors après, est-ce que cette objection de leur part est sincère ou non sincère? Est-ce qu'elle est fondée ou non fondée? Ça, c'est quelque chose qu'on peut venir aller creuser. Mais moi, le premier, quand j'ancre des conversations sur certains montants, et qu'en face, on me dit, écoutez, on est sur un budget qui est 2 fois moindre, 3 fois moindre,
Sentez-vous libre de me dire non, mais je pourrais pas travailler à ces conditions. Maintenant, si vous avez un besoin qui est très spécifique, je peux vous mettre en relation avec d'autres personnes ou d'autres organisations qui travaillent sur ces conditions-là. J'ai pas de problème. Je vais pas tout négocier non plus. D'accord, mais on peut quand même. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, par contre, je chercherais davantage à comprendre, comme tu disais, de gratter un petit peu le pourquoi. Et si effectivement, on peut trouver parfois un terrain d'entente en comprenant aussi ce que l'autre. On peut raccourcir, par exemple, la formation. Si elle a un budget moindre, on peut raccourcir la formation qui sera pour autant toujours de bonne qualité. Moi, Bien c'est sûr. pas maintenant, si tu vois, avec le temps. Hein, on parlait d'expérience, je proposerais davantage ça. Mais c'est vrai que c'est une méthode qui est souvent utilisée au dernier moment de mettre devant le fait accompli que les budgets, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, de quoi on va Ouais. parler? C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut questionner dans un premier temps, savoir si cette objection est sincère ou non sincère, et si elle est fondée Oui, ou non fondée. C'est d'aller chercher effectivement si elle a appris la veille que elle n'avait pas de budget, et auquel cas je pense que ce sera la première à être mal à l'aise de la situation, d'une certaine manière. Parce que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, hein, c'est que c'est dur pour quelqu'un de dire qu'il n'a pas de bien sûr. budget. Donc c'est d'aller chercher cette information. C'est pour ça que moi très rapidement je vais donner des enveloppes globales. C'est compliqué d'expliquer aux gens, ben moi je travaillais bas 100% et que la personne en face ait envie de travailler avec nous et se dise mais c'est pas forcément sur ma capacité. J'ai pas ce type de budget pour être Mhm. accompagné. Et si effectivement c'est pour gagner au maximum, c'est-à-dire obtenir quelque chose à un prix moindre, dans ces cas-là, autant le refuser. En tout cas, poliment, mais Voilà, dire non, je ne c'est ça. travaillerai pas Mais il faut gratuitement. Il ne pas, faut pas avoir peur non voilà, plus de ça. il faut pas avoir peur de dire non. Oui, Au contraire, il faut inviter l'autre à dire non aussi très rapidement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Sentez-vous libre de me dire non, mais on n'ira pas forcément mm, plus loin. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se sent un peu pris en otage de la situation, qui va dire oui pour s'acheter la paix sociale. Non, non, mais j'ai vraiment envie de travailler avec vous. Attendez, je vais revenir vers vous. Et finalement, on se rend compte que c'est compliqué. Euh, Par exemple, je te donne un exemple très concret. Tu as eu la gentillesse de participer maintenant, il y a quelques semaines, quelques mois, à un podcast, à un parcours de e-learning où il y a 12 intervenants, donc ça fait 12 personnes différentes, c'est pas mal de monde sur le sujet de la négociation, sur 67 jours. Et de mémoire, ce que j'ai dû dire à tout le monde, c'est à peu de choses près, Sylvia, sens-toi libre de me dire non, mais j'ai un projet de e-learning, j'aimerais t'y associer, que tu puisses parler de ton expertise, qu'est-ce que tu en penses? Mais à partir du moment où tu me dis oui, c'est un vrai c'est oui. ça. On revient pas. Hein. C'est pas Oui, un oui. oui, voilà, c'est pas un oui où tu te sens pris en otage en disant mais oui, mais j'apprécie Julien, donc je vais lui dire oui, mais j'ai pas le temps, ou j'ai pas forcément l'envie, ou j'ai pas forcément la motivation. Le fait d'aller chercher un non dès le départ permet d'avoir paradoxalement des vrais oui. Et si j'ai un non, après je peux questionner. Le non, il est acceptable en négociation. Par contre, ne pas savoir pourquoi, c'est différent. Ça serait de dire, écoute, si tu me disais non, ben pourquoi? Moi, pas eu le temps d'être rechargé, ok. Mais le fait d'inviter l'autre à dire non très rapidement, ça permet de s'assurer des vrais oui. Et de faire en sorte que l'autre se sente très à l'aise Et sur puis le ça sujet. évite aussi des gros malentendus derrière, parce qu'on dit oui par politesse Bien sûr. et finalement on peut peut-être pas remplir la promesse qui a été annoncée et là ça peut créer du conflit. Donc il vaut mieux dire non et expliquer pourquoi poliment que d'entraîner l'autre dans quelque chose qui pourrait être encore plus compliqué finalement. Exactement. Mais combien de fois on a des managers qui, auprès des équipes, est-ce que tu peux me faire ça pour la semaine prochaine? Une personne pour qui la relation est importante n'osera pas faire preuve d'assertivité, n'osera pas dire non. Et puis on revient une semaine après, est-ce que tu as eu le temps de faire ça, s'il te plaît? Mais non, je suis vraiment désolé, mais je suis complètement sous l'eau avec le dossier alpha, mais je l'ai vraiment dans le pipe, t'en Mm. fais pas. Oui, mais ça met tout le monde en Et oui, porte-à-faux. Aujourd'hui, 55% en moyenne des managers n'osent pas demander de l'aide quand ils en ont besoin. Et tu vois, typiquement, le fait d'inviter l'autre à dire non dès le départ, c'est aussi l'autoriser à aller chercher des vrais oui, à lui donner du libre arbitre. donc voilà, n'ayez pas peur de dire non et n'ayez pas peur d'entendre le non de l'autre aussi, parce que c'est Et de l'inviter, et et oui, d'aller le de chercher. l'inviter à avoir ce choix. Parce que Exactement, c'est aussi comme ça qu'on harmonise l'échange et qu'on évite des conflits inutiles. bien sûr. Et puis parce que le non est très agréable à dire. D'une certaine manière, les gens préfèrent dire non que oui. Oui, dans certains cas, oui, oui. C'est Mm.
Ouais, mais enfin, moi j'ai un enfant qui est en bas âge, à longueur de journée, c'est non, non, non. Mais pourquoi? Parce que le non le Bien sûr. protège du processus. Alors quand tu mixes tout ça, qu'est-ce que tu en fais de façon très simple? Ça serait par exemple de dire bonjour Sylvia, j'imagine que tu as déjà beaucoup d'intervenants sur ton émission de podcast, mais est-ce que tu es fermé à une intervention sur la négociation? Ce non inconsciemment qui va sortir de ta bouche veut Oui. dire oui. Sauf que tu es plus à l'aise à aller le chercher. Et ce qui serait absurde qu'on puisse se donner rendez-vous la semaine prochaine pour tourner le podcast. Est-ce que ton emploi du temps n'est pas trop chargé pour qu'on tourne ça à 14 heures? J'invite l'autre à dire non, très facilement. Si j'ai plus de nouvelles de ta part au moment de l'enregistrement, enfin au moment de la date du podcast et que je veux te relancer et que je te dis bonjour Sylvia, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as reçu mon dernier mail avec le plan ou avec les éléments de contexte? Tu pourrais me dire oui, Julien, je suis désolé, vraiment, je suis navré, j'aurais dû revenir vers toi. Tu vas être mal à Oui. l'aise. Si je reviens vers toi, je te dis bonjour Sylvia, j'espère que tout va bien pour toi. Est-ce que tu as abandonné l'idée de podcast? Inconsciemment, tu vas aller chercher un nom et ce nom te met à l'aise. Non, pas du tout. Effectivement, j'ai pas eu le temps. Tu vas t'excuser peut-être, mais tu seras moins mal à Mm. l'aise. La seule personne qui doit être à l'aise dans la négociation, c'est l'autre. Et ce nom, il est très intéressant et très important parce qu'il permet d'avoir un cadre déjà très factuel de la négociation. Il permet de faire en sorte que l'autre soit rassuré. Il permet de faire en sorte que l'autre me donne des vrais oui d'une certaine manière quand il ira s'engager. Il n'y a rien de pire que des oui qui sont mous dès le début de la négociation parce qu'on n'a pas forcément une compréhension très large du référentiel de l'autre. Alors, dans de nombreuses négociations, euh, il y a de très très gros enjeux d'ordre financier et on a Mhm. des négociateurs professionnels, on va dire les choses comme elles sont. Certains d'entre eux sont de vrais requins, sous-entendu par là qu'ils peuvent utiliser parfois des méthodes plus ou moins agressives pour gagner la négociation. Donc, à partir de ces stratégies que ces personnes utilisent pour gagner à tout prix, est-ce qu'il est envisageable de dire à ce type de négociateur qu'il devrait utiliser l'empathie dans leur méthodologie, qu'ils devraient utiliser, ou en tout cas envisager la collaboration avec leurs clients ou l'interlocuteur et arrêter de chercher à convaincre pour mieux vendre ou même pour mieux acheter? Est-ce que ce type de négociateur qui utilise des méthodes agressives mais qui marchent, enfin on va être honnête aussi, ça marche des fois, même souvent, euh, est-ce qu'ils peuvent entendre ce genre de discours? Un titre pareil, arrêter de convaincre pour négocier. Pas forcément, si ça marche, so far so good, Ouais, hein. Ça marche, mais c'est ça. jusqu'à quand? Et puis moi, je suis pas là forcément pour les convaincre non plus. C'est leur croyance. On se rend compte que généralement, sans rentrer sur des concepts philosophiques, mais à un moment donné, la roue elle tourne. Il y a toujours un moment où on tombe sur plus Oui. gros. Notre réputation va nous précéder, ou qu'on va avoir un ancien client mécontent qui a changé d'organisation et qui sera nuisible sur un certain deal, ou un collaborateur. Donc à la limite, tant que ça marche et tant qu'on est aligné éthiquement sur le sujet, j'ai chacun a son chemin de vie d'une certaine manière. Mais si on voit la négociation dans une globalité beaucoup plus large, et si on se dit que quand j'impose mon point de vue, j'obtiens ce que je veux de l'autre, mais j'obtiens pas le maximum de ce que je pourrais avoir parce que l'autre ne va pas m'aider. C'est vraiment ça qui est intéressant de comprendre. C'est-à-dire que si l'autre, à un moment donné, si Sylvia utilise son pouvoir contre moi pour me dire, Julien, je veux que tu fasses ce podcast, t'as pas le choix, ça sera 14 heures tel jour, ouais, je ferai mon podcast, sûrement dans un environnement Mm. dégradé. Mais je te dirais pas, Sylvia, écoute, tu sais que ce podcast, on pourrait apporter tel élément qui serait beaucoup plus pertinent pour ton podcast, et tu sais que je pourrais en parler aussi à ma communauté et qu'on pourrait faire ça. T'auras ce que tu voulais, mais à Oui. minima, d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le management. C'est-à-dire que les managers qui vont être dans une volonté, parce que si on prend le management comme un mode de décision collectif, où l'autre a la capacité de dire non, on a vu que c'était la définition de la négociation. Si je suis un manager qui impose son point de vue sur ses collaborateurs, je vais avoir en face de moi trois types de réactions au niveau du cerveau. Et qui sont trois réactions naturelles que tout le monde connaît à peu de choses près, qui sont attaquées,
fuir, céder. Maintenant, comment est-ce que ça se matérialise dans l'organisation? Eh ben, je vais avoir des collaborateurs qui vont vouloir rentrer dans ce conflit chaud, vont le vouloir attaquer, qui vont, qui vont saboter des projets, qui vont créer une ambiance de travail extrêmement mauvaise, qui vont être sur des négociations très dogmatiques, où ils seront toujours en opposition avec ce qui sera proposé, en tout cas qui font valoir leur pouvoir de nuisance. Parce qu'en négociation, celui qui a le plus de pouvoir, c'est pas celui qui en a vraiment ou réellement, ça peut être celui qui a du pouvoir de nuisance, le pouvoir de ne pas faire les choses ou de bloquer. Et donc, on va s'empêcher de créer de la valeur. Puis on va avoir deux autres catégories de personnes. On va avoir les personnes qui vont fuir et qui vont céder, mais sur lesquelles il va y avoir aussi des problèmes. Si vous avez des personnes qui cèdent dans votre collectif, ces personnes vont se sentir moins impliquées. Parce qu'elles se sentent moins impliquées, elles ne travailleront pas de la meilleure manière possible au sein de l'organisation. La création de valeur en sera fortement limitée. Et parce qu'elles vont céder pour s'acheter la paix sociale, de toute façon c'est Sylvia qui l'a dit, c'est le manager, donc je vais pas perdre mon temps à lui expliquer que c'est peut-être pas la meilleure solution, donc on va quand même le faire. Sauf que tant que Sylvia, mon manager, a bon à la bonne heure, mais sans saine disputation, sans confrontation des idées, je m'empêche d'une certaine manière l'innovation. Je m'empêche pour un service ou pour une entreprise de se prémunir contre l'avenir, d'être innovant ou de penser le cadre différemment. Parce que ce que je dis, c'est parole d'évangile et tout le monde fait ce que je dis. Donc à la bonne heure. Donc ça peut être une vraie limite des personnes qui vont céder. Et puis les personnes qui vont fuir, c'est les personnes qui vont fuir tout simplement l'organisation. Ça peut être un turnover excessif, ça peut être une ambiance délétère, ça peut être tout simplement pour fuir, ne sachant pas comment fuir, je vais m'auto-saboter. Et donc c'est tout ce qui est risques psychosociaux, avec un stress trop important au niveau du travail, et à un moment donné, ne sachant plus comment fuir, mais je vais me mettre en arrêt travail. Et donc on voit que pour une organisation, le fait de ne pas créer les conditions à la saine disputation, le fait de ne pas créer les conditions pour que le middle management puisse avoir du courage managérial, de dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord sur la façon de conduire la stratégie, ça peut avoir des répercussions assez importantes sur les trois concepts qui sont juste attaquer, fuir, céder. Mais quand on les apporte à la négociation, on voit à quel point ça peut être préjudiciable pour l'entreprise. Donc les négociateurs qui ont un peu cette méthodologie, qui nous écoutent, si vous utilisez des méthodes de négociation agressive, qui sont utilisées généralement pour intimider les partenaires, afin de les persuader de faire des concessions, vous l'avez entendu, même si ça fonctionne, comme le dit Julien, ça va durer. Ça fonctionne sur du court terme. Pour un ça moyen fonctionne terme, sur du court terme. C'est vraiment un double tranchant. Il faut faire attention parce que votre client ou la personne qui est en face de vous, elle va être affectée d'une façon ou d'une autre négativement face à cette agressivité. Et ça va entraîner soit une rupture, soit une absence de confiance. Et il ne faut pas oublier tout de même que la confiance, c'est le fondement de toute négociation réussie et digne de ce nom. Ça aide à obtenir plus, effectivement. Mais on prend un exemple qui est très simple pour avoir accompagné les directions achats et commerciales dans la grande distribution, sur lesquelles ils ont des positions qui peuvent être extrêmement agressives. Et certains se rendent compte que au fur et à mesure des années, alors effectivement, ils ont créé les conditions les plus favorables pour avoir une très bonne marge. Néanmoins, ils ont des fournisseurs qui ont disparu. Et donc aujourd'hui, il manque d'innovation. Ou tout simplement, ils ont créé des microcosmes où en face, ils ont des leaders qui sont dans une position de monopole quasi parfaite sur lequel ils n'ont plus le pouvoir de négocier parce qu'ils ont tué tous les petits outsiders. Donc c'est toujours une question de temporalité là-dessus. C'est-à-dire que ça peut avoir du sens sur du très court terme, mais sur du moyen long terme, c'est forcément dommageable. Et puis l'autre ne m'aidera pas à grandir aussi dans la négociation, il ne m'aidera pas à innover, à créer. Donc si ma perception c'est de dire moi je veux tuer l'autre pour avoir mon plus gros variable et puis ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça et que je suis heureux comme ça, je pourrais pas faire changer d'avis ces gens-là. À la bonne heure si c'est leur chemin de vie. Néanmoins, à un moment donné, ils s'empêcheront dans la durée de gagner plus. Voilà, donc le message est passé et bien passé. Pour terminer, Julien,
Avec le Covid-19, il a fallu que l'on s'adapte à de nouveaux comportements. Je pense notamment à la communication à distance à travers nos écrans, qui va d'ailleurs probablement continuer. Alors bien sûr, les négociateurs, ils disposent d'un large, comment on pourrait dire, d'un large éventail de canaux de communication. C'est très bien, mais on peut dire que rien ne vaut une véritable discussion en face à face, ou mieux, autour d'une bonne assiette ou autour d'un bon verre de vin. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire une bonne négociation en ligne. C'est pas forcément évident, si tu veux. Le processus de négociation s'en ressent affecté, parce qu'il y a moins de capacité à créer de la relation avec l'autre. Ce pouvoir relationnel qui a cette capacité à l'instant T à créer du lien avec l'autre est plus compliqué. Il est plus compliqué aussi de faire preuve d'empathie. Il est plus compliqué d'avoir une vue d'ensemble. Et on va préférer généralement des comportements plus rationnels de présentation de chiffres ou de sujets très, très concrets. Or, la prise de décision, on le sait au niveau du cerveau, elle est émotionnelle, elle n'est pas rationnelle. Elle se fait surtout à partir d'une partie du cerveau qui est le limbique. J'ai pas encore assez de recul vraiment pour sur ce sujet de la négociation en ligne pour la différencier de la négociation en face à face où on va faire en sorte qu'on va sécréter d'autres armes. Enfin, si tu veux, dans la négociation en face à face, un bon négociateur, c'est un dealer de drogue. C'est c'est quelqu'un qui est en capacité de faire en sorte de sécréter de l'ocytocine chez l'autre, qui est l'hormone de la confiance, qui va être en capacité de créer des problèmes et d'amener l'autre à y trouver des solutions, c'est de la dopamine, euh, ou de travailler sur son estime de soi à travers des questions. Pour toi, Sylvia, par rapport à ton expertise, qu'est-ce que tu ferais là-dedans? Et on parlera de sérotonine. Et là, déjà, on a 3 hormones sur 4 au niveau du bonheur. Alors, comment est-ce qu'on fera en ligne? Bah, sûrement légèrement différemment, mais de toute façon, la prise de décision devra rester la même. Je pense que par contre, le plus petit dénominateur commun qu'on doit aller chercher dans la négociation, qu'elle soit en ligne ou en face à face, et si c'est le plus gros levier qui nous apporte du pouvoir en négociation, quand je pose la question à mon entreprise, c'est quoi votre plus gros levier qui apporte du pouvoir? Généralement, les gens sont persuadés que c'est le rapport de force, que c'est la menace, que ça peut être l'ultimatum. En fait, pas du tout. Mon plus gros levier qui m'amène du pouvoir en négociation, c'est tout simplement ma capacité à solutionner le problème de l'autre. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Plus je suis en capacité de solutionner le problème de l'autre, avec une expertise démontrée, avec une solution, avec un produit, en étant rapide, en étant efficace, avec des KPI, avec ce que je veux, avec une équipe, plus l'autre va vouloir travailler avec moi pour que je l'aide à solutionner son problème. Et plus il va me donner de l'information. Donc je pense que sur cette négociation en ligne, on restera sur ce fondamental, qui est de dire comment est-ce que je solutionne le problème de l'autre. Comment est-ce que j'y apporte une réponse? Et parce que j'y apporte une réponse, il va me donner du pouvoir dans la négociation. Et parce que j'y apporte une réponse, il va vouloir travailler avec moi. Et parce que j'y apporte une réponse, le facteur prix ne sera pas un problème sur son problème. Ce sera un point de passage pour arriver à sa solution. Ce qui est très différent au niveau du cerveau. Et ça, je pense, c'est un des plus gros secrets qu'on a dans la négociation. C'est comment est-ce que je m'intéresse réellement à l'autre pour comprendre son référentiel, pour comprendre sa représentation de la réalité dans son écosystème et comment j'y apporte une solution, comment je solutionne son problème. Et ce n'est que dans ma capacité à solutionner son problème que je vais avoir du pouvoir dans la négociation et que je vais pouvoir obtenir le plus possible pour moi. Et c'est-à-dire qu'on va aller chercher une forme d'égoïsme cognitif. L'égoïsme cognitif, c'est que pour obtenir le plus possible pour moi, parce que la seule chose qui m'intéresse en négociation, ça reste moi, et ben ça va m'obliger à m'intéresser avec une totale sincérité et authenticité à l'autre, à son problème, et y apporter une réelle réponse, sans manipulation, sans asymétrie au niveau de l'information. J'y apporte une vraie réponse, je solutionne réellement son problème, et à partir de ce postulat-là, je prends le maximum pour moi. Et ça va vraiment, en fait, cette façon de faire, ça va fluidifier la négociation. Et même, je pense, en t'écoutant, que pour la charge cognitive, elle va être moins lourde. Parce que de chercher des stratégies, c'est ça en négociation, c'est vraiment des stratégies de guerre presque. Et c'est très fatigant
pour ceux qui Oui, c'est au bout très d'un moment, fatigant. complètement. Juste pour la négociation en ligne, je rajouterais juste faites au maximum, enfin, comme si vous étiez présent lors d'un vrai rendez-vous. Ensuite, tout ce qui Mhm. concerne les échanges par mail, parce que ça, pendant le confinement, on l'a vu, hein, les échanges par mail, SMS, même les messageries instantanées, là où il faut faire attention, c'est quelque chose qui est plus adapté pour échanger des propositions détaillées. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que tout ce qui est écrit laisse naturellement place à l'interprétation de chacun. Donc, il vaut mieux commencer quand on n'a pas le choix. Imaginons qu'il y a un deuxième reconfinement. Si on doit négocier des choses, il vaut mieux que ça passe soit par le téléphone ou la visioconférence, selon moi, pour bien tout clarifier dès le départ. Et ensuite utiliser les SMS, les messageries instantanées pour diffuser d'autres informations, mais qu'au départ, tout soit très clair à travers la parole et au mieux parole plus une visibilité de l'autre. C'est ça, faut essayer d'avoir un message qui soit le moins confusant possible au départ et qu'on puisse avoir un maximum de signaux parce qu'on n'est pas tous à l'aise avec les mêmes signaux dans la communication pour, euh, pour comprendre l'autre et pour se faire comprendre. Et après, on peut réduire un petit peu, mais le SMS, pour moi, c'est la fausse bonne idée. Ça, on le voit déjà dans sa vie au quotidien avec ses proches. Le SMS peut être une grosse source d'incompréhension. Et c'est pour ça que, typiquement, les émoticônes, c'est quelque chose qui peut être très bien aussi dans sa communication. On peut penser, il y a quelques années, que c'était quelque chose qui n'était pas sérieux, que de mettre des émoticônes dans la négociation, en tout cas sur ces écrits formels. Moi, je trouve que bien dosé, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, parce que ça permet de mettre des images sur des tournures de phrases qui sont des fois à double sens, qui peuvent être mal comprises et qui vont ramener un petit peu d'humanité au niveau de la transmission du message. Tout à fait, oui. Ouais. À utiliser effectivement avec, Avec ça c'est parcimonie. important, mais c'est vrai que ça apporte des fois un éclaircissement. Ça a tendance à rassurer le cerveau, il comprend mieux l'image que les mots. Ouais. Donc vous l'avez compris, même les négociations qui sont basées sur plus d'émotionnel, plus d'écoute et d'attention, quand même, ça nécessite une préparation. Ça, c'est aussi ce qu'il faut retenir. Clairement. Et Julien, c'est déjà fini. Tu vois, on pourrait en parler longtemps de la négociation, parce que c'est très très vaste en même temps comme sujet, et comme c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, on a envie d'en savoir plus. Pour clôturer les podcasts en duo, on termine chacun par on va dire une petite citation personnelle autour du thème qui nous a réunis ce jour. Pour ma part, ce sera celle-ci. Écoutez, acquiescez, rassurez pour que votre négociation soit une totale réussite. Le secret se trouve dans la diplomatie. Parce que ça, c'est un mot dont on n'a pas parlé, mais la diplomatie, je crois que celui qui est diplomate, c'est celui qui peut avoir le pouvoir. Ça mériterait un podcast, la diplomatie, c'est un vrai sujet. Alors et toi, Julien, comment tu clôturerais ce chapitre par ta citation à toi, ce que tu as envie de dire, qu'on retienne? Ce qui me fait, au bout de cette heure, ce qui me vient en tête, c'est vraiment que dans la négociation, pour avoir des opportunités, en tout cas pour en avoir un maximum, il faut soi-même déjà être une opportunité pour les autres. Et ça, c'est important. Et ça recoupe le fait qu'il faut être en capacité de solutionner le problème des autres pour que les autres aient envie de solutionner nos problèmes, ou en tout cas de nous apporter un maximum de valeur. Eh bien, merci beaucoup, Julien, pour tous tes excellents conseils. Je pense qu'on va les utiliser immédiatement après t'avoir écouté, parce que, en tout cas, je le conseille, parce que c'est les méthodes agressives, tout ça, c'est un peu dépassé. On passe à autre chose. Essayons de bien écouter, de bien comprendre. Ça permettra certainement d'améliorer beaucoup de choses en matière de négociation. Ça, c'est sûr. Oui, et c'est passer au-delà de ces méthodes agressives, pas que pour une notion d'éthique. C'est parce que c'est ce qui nous permet d'obtenir égoïstement le plus possible pour soi, rationnellement. Tout à fait. C'est vraiment ça qui est important de comprendre. De revenir aux fondamentaux, et n'oubliez pas que obtenir la confiance de l'autre dans une négociation, c'est la base. Donc il ne faut pas la briser, cette confiance. Il faut vraiment en prendre soin. C'est ça. En tout cas, donc encore merci beaucoup, Julien. Merci pour l'invitation, Sylvia. C'était très agréable d'échanger avec toi. Eh bien, de même. Et je vous dis à très bientôt autour d'un nouveau podcast. Merci à tous. Merci à toi, Julien Pellabert. À très bientôt.